Alors, je pense que c'est pas simplement circonstanciel, parce que, par exemple, le président Obama déjà avait mis fin au surengagement, à la surintervention des États-Unis pour concentrer l'action des États-Unis sur leurs intérêts vitaux vrais. Et il avait abandonné la posture à la fois un peu missionnaire, prosélyte et guerrière. Donc, il n'y a pas de contradiction énorme entre les deux. Donc, moi, je m'attends à ce qu'après Trump, je ne sais quand, et ces éléments soient toujours présents, en fait. Alors, donc sur ce point, c'est très différent de ce qui existait aux États-Unis, notamment dans la vague néoconservatrice. Mais il y a un élément plus profond, parce que tous les présidents américains, depuis des décennies, ont géré les intérêts vitaux du pays, mais en les assortissant de tout un discours sur l'intérêt général du monde, les valeurs, la démocratie, etc. Et Trump ne dit pas ça, quoi. Il parle brut de décoffrage. Donc, c'est pas tellement une réorientation, parce qu'on pourrait trouver des précédents à la politique Trump dans d'autres politiques, d'autres présidents, mais c'est l'abandon de tout un système d'explication, de justification, de légitimation. Et ça, c'est un effet brutal, décapant et potentiellement contagieux. Alors, l'avenir de la relation transatlantique peut se ramener à deux grandes évolutions, avec beaucoup de nuances, bien sûr. La première, c'est qu'elle tient le coup, elle continue, parce que dans le monde chaotique que nous connaissons, où il y a la Chine, encore un peu la Russie, la question islamiste, c'est quand même jugé par les Européens comme tout à fait vital de continuer, important, rassurant. Et les États-Unis, même si ça commence à leur peser un peu et sur leur centre d'intérêt ne sont plus là, continuent, parce qu'après tout, c'est assez commode, c'est un instrument de rayonnement, d'influence, et personne ne prend la responsabilité d'arrêter. Donc la relation, à travers le traité de 49, l'Alliance Atlantique, la relation continue. Les opinions, moi je m'attends plutôt à ce qu'elles évoluent de façon de plus en plus distanciée, pas antagonistes, mais distanciées, comme des cousins issus de germains, vous voyez, dans une famille. Ça, c'est la première hypothèse. Il y a aussi une hypothèse plus radicale dans laquelle, au bout d'un moment, la relation cesse, quoi. Elle est coupée, chacun est un peu sur son propre air, avec d'autres perspectives, d'autres alliances. Mais il me semble qu'il y aura un effet d'inertie énorme, en tout cas du côté européen, vers les États-Unis. Du côté américain vers l'Europe, l'intérêt sera de plus en plus résiduel, mais pas au moins de couper les liens. Voilà les deux grandes évolutions. Après, ça dépendra beaucoup de ce que les Européens seront capables de dire et de faire par eux-mêmes, et donc de demander. Et moi, j'ai employé l'expression d'hyperpuissance qui a eu un succès inattendu au début de la période où j'étais ministre. C'est le moment du rayonnement clintonien. Et en même temps, c'est le moment du lubris des États-Unis. C'est le moment de Fukuyama. On a gagné. On a gagné, donc c'est la fin de l'histoire, faute de combattants, tellement on est dominant. Et c'est une période, pas sous Clinton, mais après, qui a nourri beaucoup d'erreurs des États-Unis dans cette espèce d'abus de puissance. Alors après, selon les moments, on pouvait dire en fait l'hyperpuissance n'est pas aussi puissante que ça, elle est contestée, elle est challengée par la Chine, et elle a des limites. Il n'empêche que je pense que maintenant, en 2020, il y a quand même deux, trois points qui relèvent encore de l'hyperpuissance, donc y compris du risque de l'abus. Alors évidemment, il y a le système militaire, puisque le budget américain fait presque la moitié des dépenses militaires du monde entier, mais Trump lui-même n'est pas belliciste. Donc ça ne le définit pas tout à fait. En revanche, je pense que l'utilisation absolument scandaleuse par les États-Unis de lois extraterritoriales, comme s'ils se considéraient comme les maîtres du monde, et de sanctions, avec une folie. À certaines époques, les propositions de sanctions visent les deux tiers de l'humanité. C'est quand même extravagant. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a pas diminué. Parce que plus l'économie était globalisée, déréglementée, financiarisée, dollarisée, numérisée, plus les moyens pour la machine américaine de mettre la main sur n'importe quelle entité, pays, entreprise, parce qu'il y a un mail qui a circulé, se sont accrus en fait. Donc dans ce domaine au moins, les États-Unis restent une hyperpuissance judiciaire, mais au sens péjoratif du terme, au sens condamnable. Et c'est quand même extravagant que les Européens et même les autres ne se soient pas organisés depuis longtemps pour contrecarrer cet abus.
Donc c'est ce que je souhaite maintenant.